Bonsoir à toutes et à tous. Une femme ce soir, Béatrice Bonin, BO2NIN. Elle a déjà publié un premier livre en 2001 qui s'appelle Les grands passages de votre vie. Elle publie un second livre cette année, Es-tu une âme stellaire? Qu'est-ce que je fais dans ce monde et dans lequel je ne me reconnais pas, et aussi l'oracle des mondes oubliés. Bonjour Béatrice Bonin. Bonjour Joël. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites des lectures d'âme, c'est ça? Exactement, je fais des lectures d'âme depuis une trentaine d'années, même 35 ans maintenant. Et ça vous a pris comment? Fallait penser. C'est une bonne question, ça m'a pris comment? En fait, je ne sais pas si je sais répondre à cette question parce que ça a été tellement naturel. Euh, j'ai accompagné très rapidement des gens, je me suis rendu compte que les gens venaient vers moi pour me raconter leurs problèmes et instinctivement, j'avais les réponses, tout naturellement. Et c'est un jour une personne qui m'a dit, mais tu fais des lectures d'âme. Et je l'ai remercié de me donner le nom de ce que je faisais parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement naturel que j'ai quasiment toujours fait. Et voilà, c'est tout simple en fait. Alors, vous vouliez devenir archéologue. Ah oui, j'aurais adoré. C'est J'aurais un- adoré, c'était vraiment. Je voulais être archéologue et écrivain. Donc, au moins, j'ai une partie qui est en route. L'archéologie, oui, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément intéressée, interpellée. Aller chercher les mystères de la vie, les mystères de l'humain, les mystères des univers. Et en fait, bah là, quelque part, je suis un petit peu archéologue de l'âme. En tout cas, j'aime bien dire ça de temps en temps, ça me fait sourire parce que bah, je vais chercher justement dans les profondeurs de l'âme les mémoires de l'âme, les vies antérieures, les vies parallèles aussi parfois. Et puis j'ai accès à ces mondes oubliés depuis quasiment toujours en fait. Et ça me permet de rencontrer d'autres réalités très riches, ma foi, et qui peuvent apporter aussi des, comment dire, des précisions et des ressources aux personnes qui sont en demande. Alors, c'est quoi ces mondes oubliés, ces mondes oubliés? Alors, ces mondes oubliés, c'est vraiment pour moi typique aux âmes stellaires, parce qu'à la base, une âme stellaire, c'est vraiment une âme extrêmement ancienne qui a déjà baroudé dans ses incarnations avant d'arriver sur Terre. Et donc, ces mondes oubliés, c'est tous les mondes qu'elle a pu visiter ou dans lesquels elle s'est incarnée avant la Terre, avant que la Terre existe. Et ce sont des mondes dans lesquels, évidemment, elle a vécu des expériences particulières qui l'ont impactée, qui l'ont enrichie, qui lui ont donné des ressources. Et en fait, on en garde vraiment, je dirais, une étincelle un peu cachée. On en garde une empreinte, mais on ne le sait pas. Et en fait, quand on réactive ces mondes oubliés, c'est-à-dire le simple fait de raconter un monde oublié, ce qu'on a pu y voir, ce qu'on a pu y comprendre, ça rallume cette étincelle et ça relance les ressources qui justement peuvent nous servir dans cette vie du présent. Alors, vous dites qu'on est tous terriens, mais pas tous terrestres. Exactement. On est tous terriens parce qu'on s'est incarné sur Terre, d'où qu'on vienne et qui qu'on soit. Mais on n'est pas tous terrestres parce que pour moi, il y a les terrestres et les stellaires qui sont vraiment, on va dire, des âmes différentes. Les terrestres, pour moi, sont des âmes beaucoup plus jeunes qui ont choisi la Terre pour s'incarner un peu en priorité, qui n'ont pas nécessairement baroudé avant, qui n'ont pas nécessairement connu d'autres, on va dire, d'autres horizons multiversels avant, comparé aux âmes stellaires qui, elles, ont vraiment déjà un parcours hyper grand, hyper long, hyper ancien. Donc, effectivement, c'est deux âmes, deux catégories d'âmes, on va dire, deux familles d'âmes différentes. Et on n'a pas la même manière de communiquer, pas la même manière de voir le monde, pas la même vision des choses, des gens, de la vie et de nous-mêmes. Et c'est vrai que la communication n'est pas toujours facile, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'aider les gens qui sont stellaires comme moi et qui ont des difficultés et qui ont donc cette fameuse grande phrase qu'on a mis en sous-titre qui est qu'est-ce que je fais dans ce monde dans lequel je ne me reconnais pas? Parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise à la base, quoi. Oui, puis ce monde, on s'y reconnaît de moins en moins, hein, ça c'est clair. Donc, Exactement. euh, vous dites que les terriens seraient des architectes, des bâtisseurs, et les terrestres seraient des explorateurs, des enseignants. Les Mais stellaires, oui. ouais, Mm. les célestes. Mais alors, le stellaire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il vient d'autres planètes. Ça veut dire qu'il a exploré d'autres planètes dans d'autres incarnations précédentes. Le stellaire, il vient vraiment de très loin. Le stellaire, c'est une très, très vieille âme comparé au terrestre qui est beaucoup plus jeune. Et le stellaire a déjà bien baroudé, a accumulé de la connaissance, de l'expérience.
Et là, en fait, je dirais qu'il fait ses classes sur Terre pour essayer de voir s'il s'en sort un peu. C'est un peu, on passe notre bac ici, quoi. C'est un peu, on est en stage. Et c'est vrai qu'on est confronté à des choses beaucoup plus denses par rapport à ce qu'on a pu vivre et expérimenter avant. Et c'est vrai que cette densité terrestre, tant au niveau de la matière qu'au niveau des relations et de la communication, pour nous, c'est vraiment un challenge énorme parce qu'on a tendance à se mettre dans notre grotte un peu en se disant, oh là là, vivement qu'on retourne chez nous parce que là, c'est dangereux, c'est hostile. On se sent un peu dans un terrain, un territoire hostile, en fait, quelque part. Oui, ce sont ce qu'on appelait avant les vieilles âmes. Voilà, voilà. C'est très vieilles âmes, oui, 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 vraiment. Ok. Alors, vous parlez aussi des jumeaux manquants, c'est un chapitre. Oui, c'est un chapitre parce qu'au fait, j'ai, au cours de mes 35 ans de lecture d'âme avec ces âmes stellaires, euh, je me suis rendu compte qu'elles avaient quasiment toutes un ou deux, voire trois jumeaux manquants parce qu'en fait, quand une âme stellaire s'incarne dans un corps matière pour arriver sur Terre, elle a des difficultés à rester accrochée pour vraiment s'incarner. Et donc, c'est ce qu'on appelle le jumeau manquant, c'est-à-dire d'autres petites âmes vont venir pour l'aider à rester dans le ventre de la mère, l'aider à bien s'accrocher. Et au moment où elle est suffisamment accrochée et qu'elle ne peut plus se décrocher, que la fausse couche n'est plus possible ni rien, ces petites âmes s'en vont, s'envolent. Et là, il y a justement comment dire, cette sensation d'abandon, alors qu'en fait, c'est pas un abandon, c'est juste un cadeau de nous avoir permis de rester ancrés dans notre mère pour pouvoir naître. Mais où on a tous un, deux ou trois jumeaux manquants à partir du moment où on est stellaire. C'est très, très fréquent. Je dirais, c'est général. Ouais. Des jumeaux manquants, donc dans le ventre de la mère, hein. Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, parce qu'en fait, le jumeau ne naît pas avec l'âme stellaire. C'est vraiment, il est là pour l'accompagner dans la matrice de la mère, de façon à ce qu'il garde le courage de s'ancrer et de rester accroché pour ne pas partir lui aussi, quoi. Donc, cette petite âme, ouais, elle est aidée, en fait, pour pouvoir naître sur cette terre. Et on en a bien besoin. Et on s'en rend compte, en fait, c'est intéressant parce que on s'en rend compte au niveau des jumeaux manquants parce que, par exemple, si vous avez un jumeau manquant, quand vous achetez quelque chose, un bougeoir, un foulard ou quoi que ce soit, bien souvent, vous en achetez deux. Et on ne sait pas pourquoi. Et on se retrouve avec des paires d'objets. Et finalement, c'est en résonance. Et moi, je les achète tous par trois parce que j'ai deux jumeaux manquants. Alors maintenant, je le sais, donc je fais attention. Mais très souvent, quand j'achetais quelque chose, j'en prenais trois. Je ne comprenais pas. Je me disais, oui, j'en ai pas besoin de trois, mais oh, j'en ai ramené trois. C'était assez marrant. Oui, puis on les retrouve, ces jumeaux manquants, ils sont un peu enquistés dans le corps des enfants. Il y a eu, j'avais vu une interview, je ne sais plus sur quelle chaîne, où il parlait de ces morceaux de jumeaux qui sont restés en nous, enfin, Oui. qui Oui, oui, sont, ça reste une empreinte, hein, effectivement, ça reste une empreinte. euh, Et c'est ce qui fait justement qu'on a cette sensation parfois qu'il nous manque quelqu'un, qui nous manque quelque chose, qu'on n'est pas complet, qu'il y a un truc ouais, qui manque. Il y a cette sensation bizarre comme si on n'était pas entier. C'est parfois c'est assez difficile, ouais. Alors, vous avez fait l'inventaire d'un tas d'âmes différentes. Comment vous avez pu en faire l'inventaire, justement, que ce soit les veilleuses, les rebelles, les immergés, les oubliés? Comment vous avez fait l'inventaire? En fait, je l'ai fait par rapport à ce que j'ai vécu, parce que toutes celles que j'ai décrites, c'est celles que j'ai traversées. Donc voilà, ça a été vraiment tout un travail d'introspection et de recherche en même temps. C'est-à-dire que c'est intérieur et extérieur. Il y a le miroir qui résonne à chaque fois. Oui, donc ça prouve qu'on peut être tout en même temps dans une vie. Alors, dans une vie, vraiment, on explore tous ces profils, c'est clair. On ne peut pas les avoir en même temps parce qu'on ne peut pas être rebelle tout en étant, par exemple, solitaire. Mais on les a pas en même temps, mais on les a successivement et surtout, j'insiste bien, dans le désordre parce que ça va dépendre de ce que la vie nous propose comme paramètre et on va réagir à ça. Mais oui, dans une vie, pour moi, complètement, on les vit tous, oui. Alors, peut-être par contre, un bémol pour le ternaire, qui pour moi bon, je l'ai mis dans les stellaires, mais c'est un peu comme une race pont, vraiment, c'est un peu comme s'il faisait le pont entre les terrestres et les stellaires. Et c'est presque, on va dire, un profil d'âme à part entière, parce que toutes les âmes stellaires ne sont pas ternaires
et ne passent pas nécessairement par ce côté ternaire. Les ternaires, je ne sais pas si j'ai le côté, parce que je suis peut-être pas la meilleure pour m'en rendre compte, je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est quand même un profil très particulier. Par contre, j'en ai rencontré et là, ouais, j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence et quelque chose de très inscrit à l'intérieur d'eux dans cette description de côté donneur de leçons, côté je sais, côté voilà, c'était assez particulier. Et vraiment, j'en ai rencontré plusieurs et c'était vraiment tellement pareil à chaque fois, tellement, on aurait dit des copier-coller, quoi. C'était vraiment impressionnant. Vous dites qu'il faut qu'elle apprenne à briller sans éteindre les autres. Oui, oui, parce que j'ai remarqué chez les ternaires qu'elles ont besoin d'éteindre l'autre pour oser briller ou pour avoir l'impression de briller, en fait. Alors qu'un stellaire pur, mais comme un terrestre, hein, bien sûr, on n'a pas besoin d'éteindre l'autre pour briller, on brille, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'elles ont toujours ce côté, il y a toujours, oui, j'ai retrouvé en fait le même langage, même chez les ternaires que j'ai rencontrés, dans le genre, par exemple, oui, je te dis ça, c'est pour ton bien, hein, alors qu'en fait, elle vient de vous balancer une vacherie, quoi. Le côté un peu passif-agressif, un peu je te balance une saloperie, mais je te dis que c'est pour toi, hein, voilà. Donc très particulier et vraiment toujours un peu vraiment la même configuration quand j'ai rencontré ces gens-là. Vraiment. Alors, on va passer à celle qui est égarée, la nuit noire de l'âme. On l'a tous vécu à un moment ou à un autre, ça, cette nuit noire Oui. de l'âme. On est égaré, c'est-à-dire on est perdu, on est où? Perdu, égaré, on ne sait vraiment pas ce qu'on fait là. On ne reconnaît pas non plus qu'on est une âme stellaire, on ne reconnaît pas non plus qu'on est différent. On essaie de se caler en même temps en étant un bon petit terrien quelque part, un bon petit terrestre, et on s'oublie, on se perd, on s'égare complètement. Et c'est vrai que c'est très important pour une âme stellaire de savoir qu'elle est stellaire, ou en tout cas de se rendre compte qu'elle n'est pas comme tout le monde, et surtout de le revendiquer, quoi. Parce que sinon, elle perd un peu elle perd enfin, sa mission de vie, j'aime pas le mot, mais elle perd sa raison d'être en quelque sorte. Donc c'est très important de rester, d'avoir cette capacité à reconnaître qu'on fonctionne différemment Bon, ou de se faire aider pour le trouver. Mais voilà. mais une âme terrestre peut aussi passer par une nuit noire de l'âme. C'est pas la Je, panacée. je suppose, parce qu'évidemment, à partir du moment où on porte une âme, il peut y avoir effectivement une nuit noire de l'âme. Ça, on est bien d'accord. Parce que quand l'âme commence à décrocher de l'incarnation, à se sentir perdue, isolée, euh, en perte de sens totale, oui, effectivement. Mais moi, j'ai envie de vous dire que pourquoi pas un animal ferait, ouais, pourquoi un animal ferait pas une nuit noire de l'âme aussi, en fait. Tout ce qui porte une âme, pour moi, est en mesure de faire une nuit noire de l'âme. Surtout dans notre monde. Moi, je dirais ça. Il y en a qui pensent qu'ils se sont trompés de planète. Voilà, complètement. Ça, c'est, en fait, c'est avec qu'est-ce que je fais là dans ce monde que je connais pas, la phrase je me suis trompée de planète, c'est presque la carte de visite de l'âme stellaire. Ça, moi, je l'ai senti depuis toute petite, depuis l'âge de, aussi loin que je me souvienne, j'ai envie de dire 6 ans. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis trompée de planète, c'est pas le bon endroit. Venez me chercher, vous m'avez oublié là, venez me chercher. C'était très, très intense, toute petite. Et je n'ai jamais senti ici chez moi, en fait. Donc là, je cohabite avec mon environnement le mieux possible. Mais oui, c'est ça. Si je me suis trompée de planète, ça fait partie de la carte de visite émotionnelle du stellaire, clairement. Alors, quelle est la principale question de l'âme stellaire? La principale question, je dirais que c'est s'intégrer, en fait, c'est comment s'intégrer à ce monde de manière à continuer de s'aimer et d'aimer ce qui nous entoure. C'est un peu comme si, parce que la difficulté, en fait, c'est on a vécu dans d'autres plans, mondes et dimensions, mais bien souvent très très loin et il y a très longtemps. Et en fait, on a vécu des choses extrêmement belles, extrêmement, on a vécu des trucs, moi aussi, hein, mais on a vécu des choses belles, des choses subtiles, des choses profondes. Et là, on arrive dans un univers où on ne sait pas les retrouver parce qu'elles n'existent pas. Donc, c'est un petit peu le challenge, ce serait un petit peu, est-ce que tu es capable de continuer d'aimer la vie, d'aimer qui tu es, d'aimer les autres et d'aimer ce monde si on te met dans une situation difficile, compliquée et pas sympa. Voilà. Et vraiment, la question du stellaire, c'est comment je fais pour arriver
à avoir envie de vivre, à être joyeux de vivre et à aimer la vie. Je pense que ça se résume un petit peu là. Mm. Oui, parce que finalement, toutes les âmes, elles viennent d'une source. Donc, Voilà, elles viennent pour moi de l'océan primordial, ouais. effectivement. Et, ouais, Donc, si le fait de quitter la source, c'est c'est un comme gros déchirement. Oui, c'est un c'est gros pas déchirement. évident. Alors, quelles sont leurs principales sensations? La sensation du stellaire, c'est encore une fois, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ces gens fonctionnent comme ça? Il y a une incompréhension de l'humain et de son fonctionnement, une incompréhension des violences humaines, de la barbarie et toutes ces choses-là. C'est comme si tout au fond de nous, vraiment très très profondément, on avait des solutions pour tout ça, mais qu'elles sont tellement profondes qu'on n'arrive pas à les extraire pour les exprimer. C'est un peu comme si on avait un, comment dire, un mode d'emploi ou une boîte à outils, mais tellement profonde et tellement inadaptée à ce monde qu'on ne peut pas la sortir pour la déployer au grand jour. Donc on a une espèce une frustration permanente en fait. Un décalage, vous dites. Un Un décalage. ah oui, un décalage total. Mm. Ouais. Et Décalage. une frustration en même temps, vraiment. Les principaux rejets, Ah, les principaux rejets, c'est la barbarie, le mensonge, le manque de loyauté, tout ce qui est perversion, toutes ces choses-là, et puis aussi le côté l'obéissance. Ça, c'est quelque chose qui passe pas. Les rituels passent pas trop non plus. On est vraiment, en fait, parfois, on se sent carrément inadapté à ce que ce monde nous propose. Il y a énormément d'âmes stellaires qui se disent j'ai un problème, je suis pas normale, qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je dois changer, alors qu'en fait, c'est juste le plus important, c'est de se revendiquer tel qu'on est et de s'assumer pleinement. C'est ça. pour les principales peurs, Et ne pas être aimé. Ne pas être aimé, ça c'est une grande, grande peur. Et puis, ouais, je dirais que c'est la principale. Ne pas être aimé, ne pas être compris, ne pas être accepté, le rejet, l'humiliation, les blessures en fait. Hein. Nos blessures sont vraiment sont très profondes parce qu'en fait, chez un stellaire, comme il y a vraiment un stellaire va être dans une ultra sensibilité de perception. C'est-à-dire que, par exemple, un stellaire va se prendre une réflexion comme un uppercut de boxeur. Une petite réflexion simple, genre, je sais pas, moi, t'es moche, ou ça te va pas, ça va nous percuter avec une violence incroyable. Et c'est la peur, en fait. En fait, je dirais que pour globaliser, je pense que le stellaire a un peu peur de l'humain et de ce qu'il peut lui envoyer, en fait. Parce que l'humain, on ne sait pas trop comment il fonctionne, on l'expérimente au cours de ses vies, au cours des vies terrestres, on voit comment ça marche et on connaît aussi toutes ces dérives auxquelles on participe, puisqu'on est aussi ici en tant qu'humain, et donc pour apprendre aussi les dérives de l'humain et les utiliser, évidemment. Et à partir de là, oui, l'humain nous fait peur dans ce qu'il peut nous renvoyer, parce qu'on se sent blessé très, très vite, on se sent atteint très, très vite, et surtout, ça va très profondément en nous, quoi. il y a aussi le peur d'être abandonné, vous avez écrit, ça c'est Oui, important, parce oui. que Oui, c'est le sûr. rejet, l'abandon, oui, oui, ça c'est très, très violent. Alors, le principal moteur, c'est l'amour. Ah ouais, oui, c'est clair. L'amour et puis aussi la beauté, vraiment. La beauté, voir de la beauté un peu partout. Un stellaire a besoin de beauté dans son environnement. Il a besoin que ce soit bien installé, propre, beau, pas trop plein, mais vraiment, il a besoin de beauté autour de lui. Il a besoin, même en ouvrant une armoire, il a besoin que ce soit beau, quoi. Vous voyez, c'est assez marrant. Il n'y a pas besoin de luxe, hein, on n'est pas là-dedans, mais ça peut être très simple, mais il faut que ce soit beau. Un stellaire, il va regarder une fleur pendant un quart d'heure. Quoi. Voilà, pour l'anecdote, j'ai plein de pâquerettes dans ma cour. Quand je marche dans ma cour, je fais attention à ne pas marcher dessus. Je ne peux pas écraser une pâquerette, c'est horrible. C'est difficile en même temps. Enfin, voilà, j'ai l'impression de danser, quoi, parce que je passe à travers les bouilleries de pâquerettes. C'est incroyable. Ouais, vous n'êtes pas la seule, mais ça fait du bien de marcher sur la pointe des pieds. Alors, Oui, exactement. les principales failles, Les failles, qu'est-ce que je vous dirais dans les failles? La solitude, l'isolement. On va facilement se retirer de la vie, se retirer des gens.
Il y a aussi une faille qui est très profonde en nous, qui est l'envie un peu trop facile de vouloir retourner chez nous et de ne pas rester sur Terre. Il y a énormément de stellaires qui se disent non, moi je reste pas là, je m'en vais, je ne veux pas rester sur Terre, tant pis, je repars. Il y a beaucoup, beaucoup ça. Et ça, c'est une faille particulière parce que vraiment, euh, c'est difficile pour un stellaire de rester sur la Terre et en même temps, on sait qu'on a quelque chose à y faire et qu'on doit finir le stage quelque part. On doit vraiment finir notre stage d'adaptation. Et ouais, la difficulté, c'est de rester. J'ai envie de vous dire vraiment, même depuis le livre, je ne sais même pas si c'est ce que j'ai mis dedans, parce qu'il y a longtemps que je l'ai écrit, mais je dirais que le plus difficile, la faille du stellaire, c'est d'avoir envie de rester sur Terre et de vivre. Voilà, vraiment. Et pourtant, vous dites qu'il y a aussi, il y a la naïveté. Oui, bien sûr. On est très naïf parce qu'en fait, on voit le beau partout. On voit le beau chez l'autre. On s'imagine pas une seconde qui peut être déloyal, menteur, manipulateur. On s'en rend pas compte. On n'a pas ça à l'intérieur. Ça fait pas partie de notre connu à la base. Donc, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on va expérimenter en le recevant. Et puis, à un moment donné, sûrement qu'on va l'expérimenter en l'offrant aussi quelque part. Mais évidemment. Alors, Et oui. après les failles, les atouts, les qualités. Les atouts, les qualités, on a enfin, le stellaire a une loyauté très importante. En amitié comme en amour, c'est quelque chose de propre, de clair. On peut compter sur lui, il est très présent, toujours disponible, peut-être un peu trop parfois. Euh, et puis, on a ce côté, comment dire, cette capacité à capter les choses, à percevoir l'autre aussi, paradoxalement, parce que des fois on se laisse avoir complètement quand on a besoin de vivre une expérience et autrement on est capable de capter l'autre plus facilement. On voit des choses dans une situation, on va voir un aboutissement de situation facilement avant qu'il arrive. On va pouvoir prévenir l'autre. Alors après, bon, on en tient compte ou pas, peu importe. Mais oui, on a une perception très fine de tout ça. Et puis, ouais, puis la loyauté, quoi, le côté propre, le côté pur. Et un côté, je dirais que même la naïveté, ça peut aussi être un atout quelque part, parce que c'est une sorte ouais, de pureté quelque part Oui, en même temps. c'est l'enfance. Il y a Mm. toujours ce sentiment permanent de solitude. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui les définit, hein. Ouais, ça c'est clair. Parce que même entourée, vois, moi je suis pas entourée, donc je suis vraiment dans la solitude, mais la vie, quoi. Mais j'ai vu des gens qui me disaient, mais même entourée de ma famille, des gens, j'ai besoin de m'isoler, et je me sens seule dans la foule, et je me sens seule dans ma famille. Et vraiment, les gens, oui, le côté solitude, isolement même. Ça va même plus loin que la solitude, c'est l'isolement. Parce qu'il y a toujours un besoin de solitude quand même, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être avec nous-mêmes. Mais l'isolement, oui, il est là et il est toujours sous-jacent tout le temps. Il est toujours dans l'ambiance générale. Il est toujours présent. Il traîne toujours dans un coin, tout le temps. Alors, comment reconnaître une âme stellaire au premier coup d'œil? Alors, ça, déjà, on se reconnaît entre nous, clairement. On se reconnaît entre nous. Et puis, il y a un côté, il y a quelque chose dans le regard, en fait. Dans le regard, il y a quelque chose de, comment dire, il y a une espèce de sagesse profonde et en même temps un émerveillement d'enfant permanent, d'ouverture sur la vie en disant ah c'est beau, c'est chouette, c'est voilà, on a cette sensation là chez le stellaire. Et puis on a toujours ce comment dire cette nostalgie d'un ailleurs qui traîne quelque part là encore, une sorte de ouais, une nostalgie, quelque chose de De- mélancolique quelque part qui reste. Et puis, bah, évidemment, dès que quelqu'un nous dit bah, je ne sais pas ce que je fous ici et c'est quoi ce monde et je me suis trompée de planète, bon, bah, là, on a le combo gagnant par rapport au stellaire, quoi. Alors, puisque les stellaires sont un peu perchés, on peut dire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Est-ce qu'il faut qu'ils restent perchés ou est-ce qu'il faut qu'ils redescendent sur Terre? Il faut qu'ils redescendent sur Terre. Il faut qu'ils redescendent sur Terre. Alors, c'est vrai que à la base, le stellaire est je sais pas si on peut dire qu'il est perché à la base, parce que quand il s'incarne, vraiment, il est dans le bouillon de culture, quoi, clairement. Mais à un moment donné, oui, il va se percher pour se protéger du monde, en se disant, ça pique trop, ça brûle trop, c'est pas possible. Bon, moi, je vais aller dans les phases, dans les sphères un petit peu plus hautes, histoire que de me rapprocher un peu de mon âme et puis que ce soit plus léger. Et en même temps, pour moi, c'est un déni d'incarnation, vraiment.
Et on a besoin vraiment d'atterrir et de redescendre, sinon c'est le clash, parce qu'à un moment donné, l'âme va se dire, c'est bien gentil, on s'est incarné, on est perché, on est entre les deux, mais moi, j'ai une expérience à faire sur Terre. Donc automatiquement, elle va faire redescendre son humain vraiment sur Terre. Et le côté perchitude, il est nécessaire pour comprendre que c'est ici que ça se passe, mais après, on fait redescendre l'humain. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que je fais, moi, en fait, dans mes accompagnements. Je fais redescendre l'humain sur Terre, parce que c'est vrai que les personnes perchées, elles sont pas vraiment elles sont pas entièrement incarnées. Elles ne vivent pas complètement les choses. Elles ne voient pas tout ce qu'il y a à voir. Et oui, moi, je dis toujours, ben, poliment, les deux pieds dans le caca et les deux mains dans le cambouis, hein. Il faut vraiment être là, il faut vraiment vivre le truc et il faut oser le faire parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc oui, le stellaire doit atterrir. S'il n'atterrit pas de lui-même, il va se clasher à un moment donné. Il va se cracher. Et Ok. il vaut mieux décider d'atterrir plutôt que de subir l'atterrissage forcé. Ça fait moins mal. Dans l'âme stellaire et la mort, qu'est-ce qu'elle en pense de la mort? Alors, la mort, pour l'âme stellaire, c'est carrément une amie, en fait. L'âme stellaire n'a pas peur de la mort du tout. Au contraire, elle aurait plutôt tendance à s'en servir pour partir d'ici. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui ne lui fait pas du tout peur et qui peut lui servir de porte de sortie, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose à vraiment... c'est important de prendre conscience de ça pour une âme stellaire de manière à décider, faire le choix de rester. Mais c'est vrai que l'âme stellaire, elle a je dirais, des centaines, voire des milliers de fois dans sa vie l'occasion de penser à repartir. Vraiment. Mais la mort est une amie et c'est une sorte de siège éjectable un petit peu. C'est-à-dire que quand une âme stellaire est dans, un, dans une situation trop complexe, elle a, on va dire, en filigrane quelque part, cette possibilité qui fait qu'elle se dit, si vraiment ça va trop mal, je repars. Donc, quelque part, ça lui donne la possibilité d'avoir envie de rester, puisqu'elle sait qu'à tout moment, elle peut partir, c'est son pouvoir, quelque part. Donc, elle a cette capacité après de se rechoisir en disant, bon, allez, je reste là. Et c'est un challenge parfois pour ces âmes-là, hein. J'ai énormément accompagné d'âmes stellaires pendant un temps. Il y a eu une vague, enfin, il y a plusieurs vagues parfois de personnes qui voulaient repartir, qui étaient, bon, voilà, vous êtes ma dernière chance, je viens vous consulter parce que moi, je me suicide demain, quoi. Waouh, c'était vraiment, c'était le moment, c'était le maintenant, quoi. C'était très, très violent. Mm. Et c'est pas, comment dire, c'est pas grave en fait pour une âme stellaire. Partir, mourir, c'est pas grave. On a la conscience du fait que ce voyage, on le connaît, on a déjà fait des milliers de fois, des milliards de fois. On connaît le chemin, on connaît le voyage. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que bah, c'est ici que ça se passe. Donc, on a décidé de rester. Voilà. Mais ça sert à quoi comme ça de faire des milliers de voyages et de revenir toujours au point de départ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est une sorte de cheminement pour expérimenter tous les contextes possibles auxquels l'âme peut être confrontée, pour savoir si elle s'en sort, savoir si elle garde son amour pour elle et pour la vie. Quand je dis la vie, c'est aussi tous les règnes et tout ce qui existe de vivant. Et puis, comment dire, enfin, souvent je dis, on est venu s'encanailler sur Terre, en fait. On est venu s'encanailler dans un endroit vraiment pas chouette pour dire est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Est-ce qu'on va être capable de trouver les ressources à l'intérieur de nous pour s'en sortir? Est-ce qu'on a la force de vouloir s'en sortir, de maintenir l'amour malgré tout, ou est-ce qu'on se laisse aller à tomber dans les profondeurs du dark total et irrémédié? Voilà, pourquoi pas? C'est vraiment un gros challenge, un gros défi tout le temps. Bon, deuxième partie de votre livre, bienvenue dans l'exploration de nos mondes ressources. Il y a tout un tas de mondes différents. Oui, Euh, c'est un peu comme un roman, enfin, c'est des... Parlez-en un peu. oui, j'aime bien quand vous me dites c'est un peu comme un roman. J'aime beaucoup parce que oui, ce sont vraiment des histoires qui sont racontées. Euh, j'ai vraiment, je fonctionne avec un collectif de mondes oubliés comme ça, donc les mondes en eux-mêmes et aussi leurs habitants depuis très longtemps. Donc il y en a bien plus que 22, hein. Enfin, j'en ai 22 dans l'oracle, mais je dois en avoir 15 ou 16 dans le livre. Euh, Ce sont vraiment des mondes que je connais bien, dans lesquels je vais régulièrement, parfois à mon insu même des fois. Et ce sont des mondes
qui, comment dire, qui ont laissé en nous une empreinte particulière. Et cette empreinte, si on la ranime, ça nous donne des ressources pour cette vie du présent. Donc, c'est raconté comme des histoires parce qu'en fait, il suffit simplement de... C'est un petit peu pour relancer la mécanique de la mémoire de l'âme. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire toute simple sur un monde particulier avec des détails très précis, de manière à ce que l'âme s'empare de ce qui est raconté pour pouvoir compléter elle-même et du coup réactiver la petite étincelle qu'elle a cachée quelque part dans le corps et qui peut devenir un soleil pour rendre justement ce côté ressource pour cette vie du présent. Donc, j'aime beaucoup que vous disiez que c'est comme un roman parce que oui, c'est ça en fait. C'est des petites histoires les unes après les autres et l'important, c'est de pouvoir les lire, euh, se poser vraiment dans un endroit, pouvoir lire l'histoire doucement, tranquillement, pouvoir s'arrêter si on a besoin d'intégrer quelque chose, laisser à son âme le temps de se souvenir, de se remémorer et de compléter éventuellement une scène et laisser les choses se faire parce que ça réactive des choses à l'intérieur de soi, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte. Et ça nous donne une potentialité développée pour poursuivre notre vie du présent. Alors, quand vous dites un collectif, c'est quoi ce collectif? Eh bien, alors quand je dis un collectif parce ils sont nombreux, ils sont très nombreux, mais c'est vraiment les mondes qui se sont présentés pour le livre et l'oracle, c'est vraiment des mondes qui ont accepté de se livrer aux humains. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que moi, du coup, j'avais un devoir de loyauté envers eux, d'être parfaitement claire dans mes descriptions, dans ce que ça faisait réveiller chez l'humain, dans les messages ensuite qui sont partagés dans l'oracle. Donc, il y a vraiment un devoir de loyauté sur la description précise et sur après les images qu'on en a créées avec Mélanie pour l'oracle. Et c'est vraiment, il y a eu une sorte de, comment dire, comme un élan, un peu comme si ce collectif disait, bon, il y a vraiment des choses à dire là au niveau des humains, là où ils en sont maintenant, il y a des choses qu'ils doivent capter, il y a des choses qu'ils doivent comprendre. Donc, nous, on se livre. Et puis après, évidemment, l'humain en fera ce qu'il veut. Peut-être rien, mais c'est pas grave. Mais il y a eu comment dire, un élan d'aide de la part de ces êtres et de ces mondes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'en fait, ça a été, pour moi, ça a été fulgurant. C'est-à-dire que je me suis réveillée un matin en me disant, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je partage ça. Ça a été, mais un matin au réveil, quoi. J'ai même pas compris ce qui se passait. Et j'ai commencé à prendre plein de notes, j'ai commencé à voir plein d'images, j'ai commencé à écrire les textes. Ça s'est fait pour vous dire, en 5 mois, j'ai créé le livre et l'oracle. Donc, ça a été hyper rapide. Donc, tout est arrivé en bloc. Là, tout est arrivé au niveau des résonances, des descriptions, des images, des messages. Et ils sont vraiment dans une démarche d'aide et d'accompagnement de l'humain. Et aussi pour réveiller l'humain au fait que il existe d'autres réalités, d'autres mondes, et que c'est pas parce qu'on se dit qu'on appelle les extraterrestres et tout. Non, pour moi, c'est pas des extraterrestres, en fait, c'est des habitants d'autres mondes. Le mot extraterrestre est même pas, enfin, c'est pas cohérent pour moi. C'est comme des amis, en fait. C'est comme une famille, en fait. Qui habitent très loin, dans des lieux différents, mais c'est formidable. Moi, Alors, j'adore. c'est des mondes oubliés du passé ou ce sont des mondes qui sont encore là en ce moment Ce et sont des mondes qui sont encore là, qui sont encore là, qui sont en train de vivre actuellement. Ils vivent leur propre évolution, leur propre présent. Mais ce sont des mondes qui sont oubliés pour nous, puisqu'on a vécu dans ces mondes-là il y a très longtemps et on s'en souvient pas. Mais eux, si on peut encore les contacter aujourd'hui et les visiter, c'est qu'ils existent bel et bien. Vraiment, ils sont en train de vivre ce qui est décrit dans le livre, en fait. Et je pense même qu'il y a déjà eu des évolutions chez eux depuis que j'ai écrit le livre et depuis que j'ai fait l'oracle, clairement. Parce que dans certains mondes, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Les dimensions sont différentes parce que j'ai été dans certains mondes où vraiment, notamment le monde des ordonnateurs archivistes, qui doit être, je sais pas, en 12 dimensions. Enfin, c'est un truc énorme. Donc en fait, on voit des choses qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas transcrire et qu'on ne peut pas expliquer. Parce que quand il y a trop de dimensions, nous ici, notre petit cerveau humain, qui est habitué à la 3D,
il peut pas restituer en fait. Mais quand on le vit, c'est très impressionnant. Et justement, moi, ce que je voulais faire à travers ces mondes-là et à travers leur description, c'était de pouvoir entraîner l'humain déjà à ouvrir sa conscience du genre, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, très important, et puis de pouvoir oser relancer la mémoire de leur âme de façon à pouvoir s'en servir dans cette vie du présent avec des ressources supplémentaires qui se rallument. Voilà. Vous Donc, savez, c'est comme quand vous avez expérimenté quelque chose dans un autre pays il y a une dizaine d'années et que d'un seul coup vous vous souvenez et que vous vous dites ah mais c'est génial, mais alors ce que j'ai vécu là-bas, mais je pourrais m'en servir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose qui vient dans ma vie, qui peut résonner avec ça. Et du coup, on a les ressources, mais parce on s'est souvenu de cette expérience du passé. alors, ça démarre par l'océan primordial. Il y a aussi les cristaux, les Amazones, les bâtisseurs, le monde du silence, le monde des glaces, le monde de la lémurie, celui des dragonides. Oui. Vous y pensez, vous y croyez aux dragons, vous? Ah, complètement, complètement. C'est clair, les dragons, j'ai toujours été accompagnée par des dragons, toujours, toujours. Quand j'étais petite, bah, c'était complètement normal pour moi. Je les voyais, voilà, c'était pas un problème. Et puis après, bon, évidemment, arrivé l'adolescence, quand on veut rentrer dans le moule pour ressembler à tout le monde, bah, tout ça s'efface. Et puis après, ça revient à l'occasion d'événements particuliers. En l'occurrence, moi, c'était autour de mon accouchement. Donc là, les choses sont revenues en force. Et oui, les dragons, oui, clairement, clairement. Et là, c'est justement le monde des dragonides et pas le monde des dragonniers. C'est vraiment leur terme à eux, quoi. Leur terme à eux. Le monde de la lémurie. Donc la lémurie serait pas finie, il existera encore. Alors, la Lémurie, là, on parle du monde de la Lémurie. C'est vrai que sur Terre, il y a eu le continent de Mu qui a porté la Lémurie. C'est un peu, je dirais, c'est ce monde-là qui a essaimé sur Terre à un moment donné pour apporter quelque chose au niveau d'une société matriarcale et au niveau de la déesse mère. Mais à la base, la Lémurie, c'est un monde à elle toute seule. Le monde de la Lémurie, c'est vraiment le monde d'origine. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est un monde absolument bah, il n'y a pas de mots en fait. C'est juste fabuleux, c'est extrêmement porteur. On arrive là-bas, c'est tout le monde nous reconnaît, on est aimé instantanément. C'est presque trop en fait. Quand on voyage dans les Muries, c'est presque trop parce que c'est vraiment le monde de l'amour sous toutes ses formes, dans toutes ses configurations. Et c'est presque trop pour un humain qui y va en fait en tant que, bah voilà, quand on y va avec notre cerveau humain, enfin, on y va avec notre incarnation humaine. Donc, quand on est confronté à tout ça, on est submergé, en fait. Voilà, on est submergé d'un seul coup et pouf, c'est extra. Extra, mais parfois un peu oppressant parce que trop d'amour, parfois, c'est presque irrespirable. C'est bête hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. Mm. Le monde transitoire, c'est l'entre-deux-mondes. Oui, oui, le monde transitoire, c'est là où les âmes arrivent quand l'humain meurt et qu'elle fait les bonnes connaissances, les bonnes personnes, nous, les bons contrats, on va dire, pour les prochaines vies. Et c'est vrai que ce monde transitoire, il est assez fabuleux parce que on y voit comment dire, on y voit, tout est mélangé en fait. On peut voir des endroits où il y a, par exemple, une pyramide, et puis à côté, il va y avoir un gratte-ciel, et puis plus loin, on va avoir une forêt vierge, et puis parce qu'en fait, l'âme qui meurt amène avec elle un environnement dans lequel elle se sent sécurisée. Donc, elle amène un peu comme un hologramme, histoire de dire, je suis pas perdue, je suis encore un peu chez moi, le temps qu'elle comprenne qu'elle est vraiment passée et qu'elle a autre chose à faire. Donc, après, ça se délite, ça disparaît, mais on a un peu de tout, puis on peut voir des personnes, on peut voir des femmes en crinoline qui se promènent, on peut voir des chevaliers, on peut voir des êtres complètement d'un autre monde qui sont absolument pas humains. On voit vraiment de tout. C'est un peu, c'est marrant parce que j'ai vu le film de Valérian il n'y a pas très longtemps et ça pourrait ressembler un peu à la cité des mille planètes ou la planète des mille, je sais plus quoi. Enfin, ça pourrait ressembler un peu à ça parce qu'il y a vraiment tout qui existe au niveau des vies qui se présente là. Et on a les restes de corps en fait et puis on a l'âme qui vibre dedans.
et voilà, les âmes se connectent pour leur prochain contrat, pour leur prochaine incarnation, si elles ont à faire des choses ensemble. Mais c'est beau aussi à voir. Donc, ce livre est une étape dans notre quête de vérité et de sens. C'est la rencontre avec les origines, avec nos origines profondes, afin d'accorder notre humanité à la vibration de l'univers. Oui, Alors, je pense qu'on peut se retrouver dans plusieurs des âmes stellaires, et en vérité, oui. on n'en est qu'une. On On en est est... une âme, mais en fait, pour moi, l'âme, c'est multiple en même temps. Pour moi, une âme, c'est comme un cristal multifacette. Et en fait, ici sur Terre, on est l'expression d'une seule facette. Et toutes les autres facettes sont aussi en incarnation un petit peu partout, dans d'autres plans, mondes ou dimensions, et simultanément. Parce qu'une âme, c'est pas une seule chose qui s'incarne vie après vie, c'est ça s'incarne vie après vie, mais de manière multiple. Voilà, vraiment, c'est se souvenir qu'une âme, c'est vraiment un cristal multifacette. Et ce cristal multifacette, on le porte en nous ici par la facette qu'on incarne. Mais cette facette, elle possède la mémoire du cristal entier. Donc, on est complètement connecté en permanence à toutes les autres facettes de nous, de notre âme, qui sont incarnées ailleurs. Donc, il y a vraiment cette résonance permanente, comme une trame, en fait. Et si j'ai bien compris, les âmes qui ne sont pas stellaires mais juste terriennes vont devenir des âmes stellaires. Oui, oui, oui. Et ça, j'ai trouvé ça génial quand j'ai reçu l'information parce qu'en fait, elles vont réapprendre à devenir exploratrices et à un moment donné de leur parcours, elles vont aller dans d'autres plans, mondes et dimensions elles aussi et elles seront les âmes stellaires, d'autres âmes terrestres dans d'autres mondes et elles auront baroudé en passant par la Terre et voilà quoi, tout simplement. Mais oui, on est là en fait pour le réapprendre à redevenir les explorateurs pour vraiment créer en elles l'envie d'expérimenter plein d'incarnations dans plein d'univers différents. Et elles, en retour, elles sont là pour nous apprendre un peu les codes de fonctionnement de la Terre, pas qu'on soit trop perdu. En fait, moi j'aime bien l'image, vous savez, du voyage en terre inconnue, de l'émission Voyage en terre inconnue, parce qu'en fait, pour une âme stellaire, c'est vraiment ça. On arrive dans un univers qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas les codes, ni les lois, ni les règles, ni la communication, ni la relation. Et puis on entre en relation avec des terrestres qui vont nous dire comment ça marche, qui vont nous montrer par l'expérience comment il fonctionne et on va essayer de se caler à ce fonctionnement-là, mais tout en étant vigilant à ne pas se perdre en tant qu'âme stellaire. C'est ça aussi. Merci Béatrice Bonin. Vous avez un mot, une phrase pour terminer cet Bah, je entretien? dirais à toutes les âmes stellaires, n'oubliez pas que vous avez choisi de venir là pour expérimenter quelque chose de précis. Donc ne vous perchez pas pour contourner le sujet, vivez votre stage pleinement et puis soyez heureuse de repartir quand le stage sera fait de bout en bout et que vous aurez accompli votre raison d'être. Et, Voilà. et pour les terriens, Pour les terriens, merci de nous accueillir déjà. Merci de nous accueillir et de nous montrer un peu les codes de notre monde parce que sans vous, on serait complètement perdu, c'est clair. Donc il faudrait qu'on apprenne tout seul. Ce serait beaucoup plus long. Donc en fait, grâce aux terrestres, nos séjours sont peut-être un peu plus courts que s'ils n'étaient pas là. Donc finalement, merci. je rappelle le titre du livre, Es-tu une âme stellaire? Point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais dans ce monde dans lequel je ne me reconnais pas? Béatrice Bonin. Vous avez un site internet béatricebonin.fr. FR, Et voilà, vous faites des lectures d'âme pour celles ou ceux que ça intéresserait. voilà. C'est plutôt les Et femmes qui cherchent à connaître leurs âmes, non? plus, effectivement, beaucoup plus. Je dirais 90% de femmes et 10% d'hommes. Mm. Mm. Donc, je fais des lectures d'âme et aussi des odyssées. Donc, l'odyssée, c'est spécifiquement, c'est aussi une forme de lecture d'âme, mais on va spécifiquement explorer le parcours de l'âme à travers les vies antérieures et à travers surtout les incarnations dans d'autres mondes. Voilà. Donc, on va chercher pourquoi on vit certaines choses là maintenant. On va aller chercher, enfin, on va aller chercher. Je ne cherche rien en fait, je ne pose pas de questions, je ne vais pas chercher quoi que ce soit, je suis dans l'ouverture, je ne fais rien en fait. Et je reçois l'information, je me mets en vacuité. Je pars du principe que l'information est elle-même une conscience intelligente
et qu'elle sait où elle doit se présenter pour être transmise. Donc voilà, ça se passe vraiment tout seul. Et l'Odyssée, c'est vraiment l'exploration du parcours de l'âme au fil de ses incarnations, de manière comment dire, à libérer et à dénouer certaines complications qui sont vécues sur Terre. Voilà. Ok, c'est l'Odyssée de l'espace. Exactement. Et du temps. Et du temps. Merci à vous Moi aussi, bonne journée. Prenez soin de vous. aussi, merci beaucoup. Merci.